La Providence ayant fait de moi l'aîné des Bourbons, je me trouve être le parent le plus proche de ce souverain, selon cet ordre capétien de primogéniture des mâles voulu par les lois fondamentales du royaume. C'est à ce titre et dans cet esprit que j'ai pris place dans la Société des Cincinnati de France pour y représenter mon grand-oncle Louis XVI, et j'ai le plaisir de saluer ici Monsieur le Duc de Castries, président de cette société. C'est donc à ce même titre de chef de la maison de Bourbon que je vais m'efforcer d'évoquer la figure du roi. Sachant que Catherine de Médicis fit voyager son fils Charles IX à travers tout le royaume, et que mon ancêtre Hugues Capet connaissait la France du Nord, l'Allemagne de l'Ouest et la ville de Rome, donc une bonne partie de l'Italie, Louis Capet, qu'on me permette ici ce nom qu'il récusa à juste titre, nous paraît bien casanier. À ce propos, on peut s'étonner du peu de curiosité qu'il avait pour son royaume. Craignait-il le contact physique avec son peuple, l'inconnu des provinces? Qui le saura? Alors que Louis XV alla au Havre, dans les Flandres et dans l'Est de la France, son petit-fils ne connut que les forêts de l'Île-de-France, où le menaient ses chasses à courre. Il ignorait la plupart des grandes institutions parisiennes, fait qui étonna son beau-frère, l'empereur Joseph II, venu visiter incognito le royaume de France. Son seul voyage officiel le conduisit à Cherbourg. J'en reparlerai. Celui qui le mena à Varennes fut d'une autre nature et causa sa perte. L'Église catholique, quant à elle, estime par la voix du pape Pie VI que Louis XVI est, pour ainsi dire, un saint, ayant été mis à mort par haine de la religion, puisqu'il résista à plusieurs mesures iniques décrétées par les assemblées révolutionnaires. Le destin du fils de Saint-Louis, qui monta au ciel le 21 janvier 1793, fut d'affronter une tempête alors que ses principales qualités le portaient vers l'étude, les travaux manuels et surtout la chasse véritablement quotidienne. Certes, la chose n'est pas facile et pour plusieurs raisons. Louis XVI vivait en un monde qui est loin du nôtre. C'était un souverain d'ancien régime et en dehors des historiens, rares sont ceux qui, de nos jours, comprennent ce qu'était le royaume et la société d'alors. La nation française était fondée sur Dieu, respectant au mieux l'ordre divin et l'ordre naturel, l'évangile et le décalogue. Société hiérarchique, dite parfois société d'ordre, elle suivait des principes bien étrangers à notre monde. Tout ce qui était ancien était officiellement respectable. Tradition et coutumes régnaient ainsi en maître. Une bonne partie des institutions venaient du fond des âges. On ne savait jamais trop quand elles étaient nées. Successeur de Clovis, mais aussi du mythique Pharamond, qui aurait vécu, paraît-il, en 420. Louis XVI présidait aux destinées du plus ancien royaume d'Occident. Rien que cela permet d'imaginer pesanteurs et blocages dont beaucoup de contemporains, trop souvent imbus de lumière venue d'outre-Manche, souhaitaient voir la fin de façon trop brutale. La société devait évoluer, ne serait-ce que pour résoudre des problèmes financiers, et l'on sait que les États généraux, convoqués pour appliquer un programme royal, furent balayés par des hommes qui ne voulaient pas être des continuateurs, mais bien des révolutionnaires. 2 siècles. Pour une nation aussi ancienne que la France, c'est presque hier. Mais l'ombre du passé s'étend si vite sur les actions humaines qu'il reste souvent des secrets que les historiens ont du mal à élucider. Les cahiers de doléances étaient cependant remplis de dévotion envers la royauté. Autant en emporta le vent. On comprend alors le comte de Chambord qui voulut reprendre les choses d'une toute autre façon en s'inspirant de ce qui avait été souhaité par le peuple français. Celui-ci ne souhaitait certes pas l'explosion de 89, si destructrice pour la démographie, le commerce, la religion, les liens sociaux. Imaginons les centaines de milliers de morts, les départements ravagés, la guerre portée à l'étranger puis en France, et pour plusieurs générations d'ouvriers, l'anéantissement de toute possibilité d'association, ce qui engendra au XIXe siècle, libéralisme aidant, l'effrayante condition des travailleurs. Ne semble-t-il pas que Louis XVI craignait d'abandonner sa cour à elle-même et l'appareil de l'État devenu trop complexe? À moins que les seuls voyages qu'il eussent tentés fussent ceux vers des pays inconnus qui lui interdisaient son rôle à la tête de la nation. Car ce roi, curieux de géographie, qui aimait les cartes, dont il avait une grande collection, ce voyageur en chambre, s'était passionné pour l'aventure du capitaine James Cook, cet infatigable découvreur de terres lointaines qui trouva et baptisa la chère Nouvelle-Calédonie. On a dit que Louis XVI aurait aimé rencontrer l'illustre navigateur, et je suis tout disposé à le croire. Le thème de la mer revient d'ailleurs plus d'une fois dans la vie du roi.
La France pouvait alors s'enorgueillir d'une flotte créée par Choiseul et dont les vaisseaux furent payés par l'argent des États de Languedoc, de Bourgogne, d'Artois, de Flandre, par la Bretagne, les villes de Paris, de Marseille, de Bordeaux, les chevaliers du Saint-Esprit, les financiers et les fermiers généraux. De simples particuliers réunis firent ainsi construire l'Union. Incroyable élan patriotique pour donner une marine à la France et au roi. Par ordre de Louis XVI, les ministres Sartine et Castries firent en sorte que des escadres puissent soutenir les Américains en lutte contre la Grande-Bretagne. Les noms d'Orvilliers, d'Estaing, de La Touche-Tréville, Lamotte-Piquet, Guichen, Ternay, Barras, Duchaffaut s'illustrèrent après que l'héroïque combat de la Belle Poule contre l'Artouza eut mis le feu aux poudres. La France fut ainsi la première nation à reconnaître l'indépendance des États-Unis et à combattre à leur côté, l'Espagne d'Alphonse XII rejoignant ensuite. Revenons au principal protagoniste de ce drame fondateur de la France moderne pour essayer de le définir. À son sujet, les thèses sont plus divergentes. On peut cependant, sans trop s'aventurer, penser que Louis XVI n'avait pas la forme de caractère voulu pour affronter les difficultés qu'il rencontra. Il était certes capable de vouloir et même de commander. On en a des exemples, mais il semble que ce souverain, épris de justice, aimant son peuple, désirant bien faire et profondément religieux, n'avait pas la fermeté de caractère désirable. Son mentor, le ministre Maurepas, disait de lui qu'il manquait de principe de décision. La reine Marie-Antoinette écrivait que son époux avait un grand courage passif, mais que ce timide se méfiait grandement de lui-même.